Il reste pas une définition bien définie et précise. Pourquoi? Parce que toujours on trouve des personnes qui se caractérisent par des niveaux d'intelligence, d'accord, différents par rapport aux autres. Il y en a des personnes qui se caractérisent par une intelligence au niveau des capacités de pensée. Il y en a aussi d'autres personnes qui se caractérisent par une intelligence au niveau de la capacité d'adaptation, comment ils vont s'adapter à des situations différentes. Il y a des personnes aussi qui se caractérisent par une intelligence au niveau de la capacité d'évaluation et des jugements, comment ils vont donner des jugements au niveau des relations et au niveau des situations bien précises. Et aussi, on trouve différentes capacités d'intelligence. Donc, c'est pour cette raison ne pouvons pas donner une définition précise à cette notion-là. Donc, on peut dire que l'intelligence, d'une manière générale, le mot intelligence, d'accord, est toujours lié en quelque sorte à l'homme, d'accord? Donc, lié à l'homme au niveau de quoi? Au niveau de la compréhension, parce que l'homme va comprendre pas mal de choses, d'accord? Et l'apprentissage et le comportement observable. Donc, nous pouvons déduire d'après ces définitions, d'accord, on va lier l'intelligence, le mot intelligence, à la compréhension et l'apprentissage. Le fait de comprendre, d'après la compréhension, il vient la phase d'apprentissage. D'accord? Donc, on a défini l'intelligence à travers ces deux mots-clés, compréhension et apprentissage. Donc, passons maintenant à définir le mot artificiel. Donc, le mot artificiel, automatiquement, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui est fabriqué en quelque sorte par l'homme. Donc, quand on parle de quelque chose artificiel, donc automatiquement, on pense à une machine, à un ordinateur. Donc, et pour exploiter cette machine-là, d'accord, bien sûr, on aura besoin d'un logiciel qui va faire fonctionner, d'accord, cette machine. Donc, on a associé le mot artificiel à la machine plus logiciel. D'accord? S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des ambiguïtés quelque part. Donc, passons maintenant à définir. Donc, après avoir défini les deux notions clés qui concernent l'intelligence et artificielle d'une manière séparée, on va passer à combiner les deux notions intelligence artificielle. Donc, on peut la définir comme des systèmes qui s'occupent de l'exécution, le mot intelligence artificielle s'occupe de l'exécution des tâches qui sont normalement associées à l'être humain. D'accord? Donc, à titre d'exemple, les voitures, on trouve les robots, les voitures autonomes, les smartphones, les moteurs de recherche. Donc, chaque système est là, peut réaliser une tâche bien définie selon le problème posé et selon l'environnement situé. Bien sûr, il existe plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. On peut dire que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que la réplication de l'intelligence humaine dans les ordinateurs. Donc, on va copier en quelque sorte l'intelligence humaine au niveau des machines. D'accord? Donc, en exploitant, bien sûr, comment on va faire, d'accord, cette réplication à travers un ensemble, en introduisant un ensemble de disciplines, plus particulièrement les mathématiques et l'informatique, bien sûr, et il existe d'autres disciplines. Ça concerne toujours l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de définir, d'accord, cette discipline. Donc, nous pouvons distinguer aussi entre deux branches, ou plutôt entre deux niveaux d'intelligence artificielle. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle faible, d'accord, donc il s'agit tout simplement
des systèmes qui exécutent des tâches normalement attribuées à l'homme, d'accord? C'est comme un homme, il va exécuter des tâches comme un homme, peu importe la méthode utilisée. L'essentiel, c'est le résultat trouvé à la fin. Bien sûr, comment il va exécuter ces tâches-là? Donc, on parle de l'intelligence artificielle faible, ou plutôt étroite. Donc, elle est limitée en quelque sorte. Donc, on parle d'intelligence artificielle faible. Donc, il exécute des tâches en se basant sur les données. Les données plus les algorithmes qu'on va les détailler par après. D'accord? Donc, il va à travers l'exécution d'un ensemble de tâches, comme le cas d'un ensemble des actions comme conduire, peut conduire des voitures, comme le cas des voitures autonomes, faire la traduction, d'accord, jouer, d'accord, et ainsi de suite. Donc, il peut faire plusieurs actions et on peut dire que c'est le type d'IA le plus dominant et le plus utilisé. D'accord? Donc, toujours les applications, d'accord, les applications qui existent relate en quelque sorte l'intelligence artificielle faible. Ça concerne le premier niveau à travers, d'accord, le premier niveau qui représente l'intelligence artificielle faible. Donc, passons maintenant à parler un petit peu, d'accord, sur l'intelligence artificielle forte. Donc, quand on parle d'une intelligence artificielle forte, on a dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle, d'une manière générale, c'est une sorte de réplication de l'intelligence humaine au niveau des machines. Donc, quand on parle, on a dit que l'intelligence artificielle faible sert à exécuter des tâches comme un homme, comme un être humain. Donc, pour l'intelligence artificielle forte, il va s'occuper, d'accord, de tout ce qui est raisonnement, de tout ce qui est pensée, des réactions. Il peut même prendre des reculs, d'accord, s'il est nécessaire. Donc, il va se comporter comme un être humain, d'accord? Donc, quand on parle d'un être humain, d'accord, on peut trouver des robots, plutôt des machines, d'accord, qui se comportent comme un être humain. D'accord? Et parfois, le niveau de pensée au niveau de l'intelligence artificielle forte dépasse le niveau de pensée de l'être humain. Et ça, on représente en quelque sorte une menace. On peut dire qu'il représente une menace. D'accord? Donc, et ça, je ne sais pas si pouvons dire malheureusement ou plutôt heureusement, d'accord, ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui, mais ça peut être une réalité dans le futur. Donc, il est utilisé, ne pouvons mentionner, ne pouvons remarquer ça à travers la science-fiction, d'accord, qui nous permet d'imaginer en quelques concrétisations de ce niveau d'intelligence artificielle. Donc, pour les applications de l'intelligence artificielle, d'accord, nous trouvons plusieurs applications. Commençons tout d'abord par les voitures autonomes. Donc, les voitures autonomes, à travers ces systèmes, d'accord, on va détecter les obstacles, les obstacles, et on va faire des contrôles et on va identifier, d'accord, les limites de la route à travers ce système-là. On trouve l'intelligence artificielle aussi, il a appliqué au niveau de l'industrie 4.0, qui consiste en quelque sorte à contrôler et à surveiller en temps réel les différents équipements. En parallèle, on trouve les logistiques à travers les drones et la gestion de flux, et aussi les réseaux sociaux. Bien sûr, on trouve beaucoup d'IA dans ce cadre-là. C'est normal parce qu'il s'agit d'une grande quantité de données, donc c'est normal. Vous suivez, s'il vous plaît?
Donc, toujours dans le cadre des applications, on trouve, elle est appliquée aussi au niveau de l'e-marketing, blockchain, crypto-monnaie, et dans le domaine de la médecine d'une manière générale, plus particulièrement au niveau des robots, plus particulièrement à travers les diagnostics et à travers les robots chirurgicaux. Donc aussi, il y a d'autres applications à travers l'utilisation de l'IA générative, donc en exploitant, d'accord, un ensemble d'outils comme DALI. Donc, cet outil, il a été entraîné sur 12 milliards d'images. Cet outil sert à générer des images réalistes à partir de texte, d'accord? Donc, à côté de DALI, il existe d'autres outils comme Midjourney, d'accord? Et aussi des outils qui permettent de générer des vidéos, des sons, des musiques, comme le cas de Beethoven, musique LM, Bomin, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons trouver des illustrations en exploitant cet ensemble d'outils, des illustrations d'une beauté incroyable à travers l'IA. Et aussi, en parallèle, on trouve le chatbot, ou plutôt l'agent conversationnel, d'accord, ChatGPT. Elle est très connue, très utilisée. Donc, ça concerne les différentes applications de l'intelligence artificielle. C'est normal parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très vaste, d'accord? Il existe partout, même dans notre vie quotidienne. Donc, passons maintenant, d'accord, à détailler en quelque sorte quelques techniques de l'IA, d'accord? Commençons tout d'abord par le machine learning. D'accord? Donc, le machine learning, il est composé de deux mots, machine et learning. Ce sont des machines, d'accord, qui se basent sur l'apprentissage. Donc, on peut définir cette discipline, d'accord, comme une science de prédiction. Donc, comme une science de prédiction. Donc, il existe plusieurs définitions de machine learning. Et d'après Arthur Samuel, on peut définir le machine learning comme une discipline qui sert à donner la capacité à une machine d'apprendre sans être programmée d'une manière, d'accord, sans être programmée d'une manière explicite, en se basant sur les données. Donc, comment la machine va apprendre? D'accord? Donc, il va apprendre à partir des données. Donc, passons maintenant à l'autre technique, d'accord, à travers le deep learning ou bien l'apprentissage profond. Donc, l'apprentissage profond, c'est tout simplement une branche de machine learning. Donc, on peut dire, c'est un sous-domaine, d'accord, qui se base sur les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est un algorithme de machine learning. Donc, le tout est imbriqué au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, la machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et le deep learning est un sous-domaine de machine learning. Donc, le deep learning se base sur la notion de couche et le fait de passer d'une couche à une autre, on va augmenter le niveau d'abstraction et à travers cette augmentation, on va tirer, d'accord, des informations pertinentes qui vont nous aider à prendre des décisions significatives en quelque sorte. Ça concerne, bref, aperçu sur l'ensemble des techniques de l'intelligence artificielle. Non? Donc, on a dit tout à l'heure que la machine va apprendre, au cours de la définition de machine learning, on a dit que la machine va apprendre à partir des données. Mais c'est quoi les données? Que représentent au niveau de la réalité les données?
Donc, on peut dire que les données représentent une réalité quelconque. D'accord? Donc, les données, ce sont tout simplement les data. Et les data, c'est le pluriel du mot datum en latin qui signifie un fait. Donc, on peut définir les données comme un ensemble de faits qui vont permettre d'arriver à un résultat, qui nous mène à un résultat bien défini. Donc, en se basant sur les données, on va trouver des résultats. D'accord? Donc, le résultat dépend de la tâche que nous voulons réaliser en se basant sur l'ensemble des données. D'accord? Donc, toujours dans le cadre des données, nous pouvons distinguer entre trois types de données. Donc, en premier lieu, on trouve les données structurées. Donc, les données structurées, ce sont tout simplement des données organisées, d'accord, dans des tables, dans des bases de données, d'accord. Donc, on trouve une sorte de cohérence, elle est bien structurée. Alors que l'autre type concerne les données non structurées. Ce sont des données non organisées comme le texte, les images, les vidéos, le son et ainsi de suite. D'accord? On a l'absence d'organisation dans cette catégorie-là. Donc, entre les données organisées et données non organisées, on trouve une troisième catégorie qui concerne les données semi-structurées. Ce sont les métadonnées, ou plutôt les balises, d'accord? Donc, afin de ramener une sorte de description aux données réelles. Donc, avant d'exploiter, maintenant, on va passer à parler, d'accord, d'une phase clé, d'accord, au niveau de machine learning. Donc, c'est la phase de pré-traitement. Donc, avant d'exploiter, toujours, n'oubliez pas, toujours en se basant sur les données, d'accord? Donc, avant d'utiliser ces données-là, il faut les préparer. Donc là, la phase de la préparation représente un élément clé, d'accord? Parce que si on a utilisé les données telles qu'elles sont, d'accord? Il va impacter le modèle qu'on va construire, d'accord? C'est pour cette raison, le point de départ, c'est les données, d'accord? Et avant de les utiliser, il faut les bien préparer, les bien nettoyer. D'accord? Donc, quand on parle de pré-processing ou bien pré-traitement, c'est une sorte de préparation des données avant de les fournir à la machine pour l'apprentissage, pour la tâche de l'apprentissage. Donc, comment on va faire, d'accord, ces pré-traitements-là? Donc, on va faire ces pré-traitements à travers un ensemble d'opérations. D'accord? Donc, à titre d'exemple d'opération, on trouve l'encodage. Donc, quand on parle l'encodage, c'est tout simplement, on va rendre des variables qualitatives, des variables transformées. C'est une sorte de transformation. Donc, on va transformer des variables qualitatives en variables numériques. Mais les numéros qu'on va attribuer ne représentent pas des valeurs numériques, ce sont que des codes. Je vais vous donner un exemple pour bien assimiler, d'accord, cette opération-là. Pour classifier, par exemple, des images, d'accord, qui portent sur des visages et des non-visages. Donc, la catégorie visage et non-visage, d'accord, parce que la machine, il va comprendre tout ce qui est numérique. C'est pour cette raison on va utiliser ce type d'encodage. D'accord? On va attribuer à la catégorie visage label, d'accord? Un label 0 et l'autre catégorie non-visage, un label 1. D'accord? Ça, concerne un type qui concerne l'opération d'encodage. Passons maintenant à la phase d'extraction. La phase d'extraction dans le cadre de Picture Engineering. Donc, à travers l'utilisation de plusieurs types de descripteurs, comme le cas par exemple de Local Binary Pattern, Histogram of Oriented Gradient, Discrete Cosine Transform, il existe plusieurs types de descripteurs, ça,
concerne la phase de machine learning, l'utilisation de machine learning, parce qu'on va voir par après qu'au niveau de deep learning, on n'aura pas besoin d'utiliser une phase d'extraction de caractéristiques. Bon, à travers cette phase, on va extraire l'information cachée au niveau des images, bien sûr en se basant sur l'ensemble de ces descripteurs-là. Donc, l'extraction, on va, au lieu, par exemple, de représenter une image de 200 fois 200 pixels, d'accord, on va, à travers l'extraction de caractéristiques de cette image-là, nous pouvons garder, par exemple, au lieu d'avoir 300 caractéristiques, 300 pixels, on va garder 50 caractéristiques. 50 caractéristiques représentent l'information cachée au niveau de cette image-là. Et on va utiliser comme entrée du classifieur, comme donnée, d'accord, ces caractéristiques-là. D'accord? Donc, ça concerne la phase d'extraction. Donc, pour l'autre phase qui concerne l'imputation, donc, c'est tout simplement, on va remplacer en quelque sorte les valeurs manquantes parce que s'il s'agit des données réelles, elles représentent une réalité quelconque, nous pouvons trouver des champs vides. D'accord? Et ces champs-là, au niveau du dataset, il va impacter le modèle qu'on va construire au niveau de, peu importe l'algorithme utilisé au niveau de machine learning, il va impacter les résultats ou plutôt les performances de notre modèle afin de remédier à ce type de problème. Donc, ils vont mieux utiliser l'imputation, d'accord, qui s'occupe de remplacer, d'accord, toutes les valeurs manquantes par des valeurs statistiques, à titre d'exemple, médiane, la moyenne. Ça, c'est une solution. Et pour le cas, donc il existe plusieurs, par exemple, on a dit, il existe plusieurs opérations que nous pouvons les appliquer au niveau de la phase de pré-traitement. Donc, la sélection concerne à sélectionner seulement l'information pertinente. D'accord? Et on va éliminer l'information inutile. Donc, on va sélectionner seulement les caractéristiques clés. Et bien sûr, la phase de normalisation, donc on va mettre toutes les valeurs dans un intervalle. On va mettre sur la même échelle, d'accord, toutes les variables quantitatives, par exemple, toutes les variables, on va les mettre au niveau de l'intervalle 0,1, d'accord, dans le cadre de l'opération de normalisation. D'accord? Donc, l'objectif clé de l'ensemble des opérations, c'est l'amélioration du performance de modèles de machine learning d'une manière générale. Donc, on peut définir aussi le machine learning, d'accord, comme comme un modèle, d'accord? Comme un modèle, l'utilisation d'un modèle mathématique. Donc, ce modèle mathématique, on va l'utiliser à travers, en se basant sur des données expérimentales. Donc, en se basant sur un ensemble de données, nous pouvons déduire un modèle sur lequel on va travailler, d'accord? En se basant sur un algorithme. D'accord, ça peut être un algorithme de Nearest Number, algorithme de support vector machine, algorithme de réseau de neurones. Donc, le choix de l'algorithme dépend du problème que nous voulons résoudre. D'accord? Donc, vous voyez clairement au niveau de cette figure une distribution de nos données et d'après la distribution, d'accord, nous pouvons choisir le modèle adéquat qui représente bien nos données, plutôt notre dataset. Donc, d'une manière bref, on peut dire que le machine learning consiste à développer un modèle, donc un modèle mathématique en se basant sur l'ensemble des données. Donc, c'est normal, c'est le machine learning dans le cadre de modélisation prédictive. Donc, après avoir défini la notion de données et la notion de modèle, d'accord,
Passons maintenant à détailler en quelque sorte l'ensemble des types d'apprentissage, et plus particulièrement l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Et parfois, d'accord, vous trouvez dans quelques documents un quatrième type, il s'agit bien de l'apprentissage semi-supervisé. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'apprentissage supervisé et c'est le type le plus utilisé, le plus populaire. D'accord? On peut dire que c'est le plus dominant au niveau de machine learning ou bien plutôt au niveau de deep learning. Donc, sert à superviser. Donc, se caractérise par un superviseur qui va superviser l'apprentissage de la machine à travers, bien sûr, un ensemble de données. Donc, les critères clés de ces données-là, c'est que ces données-là portent une étiquette, d'accord, un label, d'accord, pour lui montrer à la machine. Pour les exemples d'un ensemble des images qui représentent des chiens et des chats, on va dire à la machine, cette image représente un chien et ces images représentent des chats. Ça, en utilisant une sorte de référence au niveau de ce type d'apprentissage. D'accord? Donc, on va superviser l'apprentissage de la machine en lui montrant des exemples de la tâche qu'il doit réaliser. Alors que, au niveau de l'apprentissage non supervisé, une remarque concernant l'apprentissage supervisé, c'est que le nombre de classes est déjà fixé à l'avance, c'est déjà connu. Alors qu'au niveau de l'apprentissage non supervisé, on n'a pas une idée sur le nombre global, d'accord, des classes au niveau de nos données. D'accord? Donc, on n'a pas une référence. On va classifier l'ensemble des données selon leur ressemblance en se basant sur le calcul de distance. D'accord? Donc, il se caractérise par l'absence de référence d'apprentissage. Et ce type d'apprentissage, il est utilisé beaucoup dans le cadre de la segmentation à travers plusieurs algorithmes, comme le cas de K-means. Passons maintenant à la troisième type qui concerne l'apprentissage par renforcement. Donc, ce type d'apprentissage se base sur la notion de pénalité-récompense, ou plutôt punition-récompense, en se basant sur les actions réalisées par l'agent. Et ce type d'apprentissage, il est utilisé, d'accord, dans le domaine de robotique et dans les jeux aussi. D'accord? Ça concerne d'une manière bref les différents types d'apprentissage. Donc, voici un exemple d'apprentissage supervisé. Donc, on a dit tout à l'heure que l'apprentissage supervisé se caractérise par l'utilisation, d'accord, donc des données labellisées qui portent des labels, d'accord? Donc, c'est pour cette raison on a des données annotées. Ce sont des données qui portent des labels, des étiquettes. Donc, on a les données et les sorties relatives à ces entrées-là. Donc, au niveau des données, on a les entrées et les sorties. Car au niveau de la phase d'entraînement, on va lui montrer à la machine les entrées et les sorties. Ça concerne seulement la phase d'apprentissage, la phase dans laquelle on va construire le modèle. D'accord? Donc, après la construction de notre modèle, il vient la phase de test. Et dans ce cas-là, on va utiliser seulement les données de test afin d'évaluer le modèle qu'on a construit, afin de prendre la décision adéquate. Ça représente en quelque sorte le fonctionnement de l'apprentissage supervisé. Donc, voici un exemple sur le dataset MIST. Donc, d'après cette image-là, on a la base d'apprentissage
D'accord? Donc, ce sont des données étiquetées. En se basant sur les données d'apprentissage, on va construire le modèle à travers le choix de l'algorithme adéquat. Et par après, on va tester le modèle qui représente le classifieur sur lequel on va travailler. D'accord? Donc, après la construction du classifieur, il vient l'étape de test. Et ici, on a utilisé le chiffre 4 comme entrée. Et le modèle doit classifier ce chiffre-là à la classe adéquate. D'accord? C'est ça l'objectif de cet apprentissage. Donc, toujours dans le cadre de la classification, de l'apprentissage supervisé, au niveau de l'apprentissage supervisé, nous pouvons rencontrer deux cas de figure. Donc, nous pouvons rencontrer des problèmes qui concernent la régression, comme nous pouvons rencontrer des problèmes qui concernent la classification. Donc, quand on parle des problèmes de la classification, implique quoi? Implique la notion de classe. On a la notion de classe, donc le modèle, automatiquement, il va prédire une variable qualitative, une variable qui représente une classe ou plutôt une catégorie. Comme le cas, par exemple, les applications qu'on trouve au niveau de ce type de problème, la classification d'un email spam ou non spam, la détection des visages non-visages, l'accord ou plutôt de refus d'un crédit, l'existence d'une tumeur ou bien l'absence de cette tumeur-là. D'accord? Ça, ce sont des exemples de problèmes de classification. Donc, quand on parle de problèmes de classification, donc on va voir, d'accord, le résultat va être une classe. D'accord? Donc, et pour le cas de la régression, d'accord, on va prédire, ou plutôt le résultat va être une variable quantitative. Donc, quand on parle d'une variable quantitative, c'est que la variable peut prendre une infinité de valeurs. Donc, on ne peut pas cerner les valeurs prises par cette variable dans un intervalle bien défini. Non. Donc, nous pouvons trouver, d'accord, une infinité de valeurs dans ce cadre-là. D'accord? Donc, elle est utilisée, d'accord, pour prédire, par exemple, le prix d'un appartement, le montant des ventes, la consommation électrique dans une ville. Donc, on trouve plusieurs applications, d'accord, qui s'occupent de la régression. Donc, pour la représentation de la régression, vous voyez, d'accord? Donc, on a représenté le cas de la régression, comme vous voyez au niveau de la figure, à travers cette distribution, alors qu'au niveau de la classification, on a représenté l'ensemble des classes à travers des symboles et on a, pour distinguer, différencier entre les deux classes, parce qu'ici, on a le cas biclasse, nous pouvons rencontrer le cas de multiclasse. Donc, mais l'ensemble des cas représente la classification d'une manière générale. Donc, le cas de la classification, on a ici biclasse, donc deux classes, d'accord, les classes colorées en rouge et l'autre catégorie à travers les boules colorées en vert. Donc, après la construction, donc on a parlé des données, on a défini le machine learning, on a dit que le machine learning consiste à développer un modèle mathématique en se basant sur les données. Donc, on a défini tous ces éléments-là. Il vient donc après la construction et on a déjà vu quelques exemples qui relatent
l'apprentissage supervisé, d'accord, surtout sur le dataset MIST. Donc, après la construction de modèles, il faut tester, d'accord, les performances de ce modèle-là, s'il est performant ou non, d'accord? Donc, afin d'évaluer les performances, nous pouvons utiliser, il existe pas mal de métriques afin d'évaluer ce dernier. D'accord? Comment on va caractériser ce modèle qu'on a construit à partir d'un ensemble de données en se basant sur un algorithme bien défini qui dépend le problème que nous voulons résoudre. Donc, parmi les métriques d'évaluation, nous trouvons la matrice de confusion, ou plutôt le tableau de contingence. Donc, ce tableau, d'accord, on l'utilise, d'accord, pour évaluer les performances d'un modèle quelconque. Il s'écrit sous cette forme-là, de telle sorte que nous trouvons les lignes représentent, d'accord, les classes réelles et les colonnes représentent les classes prédites. Donc, si on a trouvé, par exemple, au niveau de la classe réelle négative et pour la classe prédite négative, il s'agit bien des trous négatifs. Et si on a trouvé, par exemple, au niveau de la classe réelle négative et pour dans la classe prédite positive, donc on va parler de fausses positives et dans ce cas-là, d'accord, on va parler des erreurs de type 1, des erreurs de type 1. Et si on a trouvé des classes réelles positives, et au niveau de la classe prédite négative, on va parler de fausses négatives. Et dans ce cas-là, on va parler des erreurs de type 2. On va voir par après la différence entre les deux types d'erreurs. Et pour la classe réelle positive et la classe prédite positive, on va parler des trous positifs. Donc, nous pouvons tirer d'après, d'accord, cette matrice-là, plusieurs métriques comme l'accuracy, le rappel, précision et ainsi de suite. Donc, toujours les bonnes prédictions existent au niveau de la diagonale à travers les trous négatifs et les trous positifs. Ce sont les exemples, d'accord, bien classés. Ce sont les exemples qui existent au niveau de la diagonale de cette matrice-là. D'accord? Donc, on utilise souvent cette matrice-là afin de faire une sorte de comparaison entre un ensemble de modèles ou plutôt entre un ensemble d'algorithmes utilisés, d'accord, dans ce cadre-là. Donc, ça y est, on a terminé avec l'évaluation, on a évalué le modèle. D'accord? Donc, nous pouvons, au cours de la phase ou bien au cours d'un projet de machine learning, nous pouvons trouver quelques problèmes clés, quelques problèmes majeurs, d'accord, qui impactent les performances, d'accord, de modèles de machine learning. D'accord? Donc, la figure suivante relate l'ensemble des cas que nous pouvons rencontrer. D'accord? Donc, le premier cas représente un modèle qui passe par seulement quelques données d'apprentissage. Et dans ce cas-là, on va parler du problème de sous-entraînement, sous-apprentissage, en quelque sorte, ou bien underfitting. Donc, au niveau de ça, le modèle va trouver des difficultés, d'accord? D'accord? Des difficultés au niveau des données d'apprentissage. On va trouver des mauvaises performances, d'accord, en se basant sur les données d'apprentissage. Du coup, le modèle n'arrive pas à s'adapter, d'accord, aux données d'entraînement. D'accord? Alors qu'on va trouver des meilleures performances au niveau de données de test.
Oui, pour le deuxième cas, moi, comme vous voyez, montre un bon modèle, d'accord, qui passe par la majorité des données d'apprentissage. Alors que le troisième cas représente le cas de surapprentissage ou bien overfitting. Donc, quand vous voyez que le modèle dans ce cas-là s'adapte bien aux données d'apprentissage, donc il s'adapte bien aux données d'apprentissage, du coup, il trouve des difficultés au niveau de données de test. D'accord? Donc, le modèle ne généralise pas. D'accord? Donc, et le but du modèle de machine learning, c'est il faut trouver un modèle qui se caractérise par des bonnes performances au niveau de la phase de test. D'accord? Pour voir si la phase d'entraînement est bien passée ou non. D'accord? Donc, dans le surapprentissage, le modèle est meilleur à prédire l'apprentissage que le test. Donc, on va trouver des meilleurs résultats au niveau de la phase en se basant sur les données d'entraînement, mais ce n'est pas le cas pour les données de test. Et ça représente un problème majeur au niveau de machine learning. D'accord? Donc, pour remédier à ce type de problème, nous pouvons utiliser comme technique la validation croisée. Donc, la validation croisée, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, la validation croisée? D'accord? Donc, on va faire tester le modèle sur des échantillons qui n'ont pas encore servi au niveau de la phase d'apprentissage. Comment? Par exemple, il existe plusieurs techniques au niveau de cette technique, des catégories en quelque sorte. Prenons le cas de la méthode de Train Test Split. Vous le connaissez, je pense. D'accord? Donc, on va prendre, c'est la méthode qu'on a utilisée à travers les exemples de tout à l'heure de l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode-là? Donc, on a le dataset ou bien nos données. On va diviser les données en deux parties. Donc, le plus souvent utilisé, c'est on garde soit 70% ou bien 80% pour faire l'entraînement et le reste pour faire le test. Donc, on va diviser seulement le dataset en deux parties. Une partie pour l'entraînement et l'autre partie pour le test. Ça concerne la première technique. Il existe bien sûr d'autres techniques comme le scaffold. Donc, le scaffold, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur quoi? Il se base sur la division où on va partitionner le dataset en cas partitions. Le cas change peut prendre des valeurs de 5 à 10. D'accord? Donc, d'après l'exemple suivant, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé les données en scaffold en 5 portions et puis on va garder une seule portion pour faire le test et les autres 4 portions qui restent pour l'entraînement. Au niveau de là, et à chaque fois, d'accord, on entraîne, on teste le modèle et on note l'erreur trouvée. D'accord? Puis, nous passons à la deuxième itération. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va changer le portion sur lequel on a fait le test. Et on va l'inclure au niveau, d'accord, de l'ensemble d'entraînement et on va attribuer une autre portion pour faire le test. D'accord? Et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à le parcours de l'ensemble des portions au niveau de test, d'accord? Et par après, on va prendre la moyenne de toutes les erreurs trouvées. Ça concerne la technique scaffold, d'accord? D'accord, qui permet en quelque sorte d'éviter, d'accord, le surapprentissage. Et si on a, supposons, si on a pris une valeur minimale de cas, on va tomber, d'accord, dans la première technique à travers la méthode de Train Test Split où on va diviser, d'accord, le dataset en sous-ensemble seulement.
Donc, d'après le schéma suivant, nous pouvons résumer le monde du machine learning, d'accord, au niveau de cette figure. Donc, on trouve, d'après cette figure-là, il représente une sorte de récap d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, d'accord? Donc, il relate les trois types d'apprentissage, notamment l'apprentissage supervisé, dans lequel on trouve les deux cas de figure, la classification qui est utilisée au niveau de la détection des fraudes, la classification des images d'une manière générale et pour faire des diagnostics, surtout au niveau du domaine, domaine de santé. Et le cas, c'est la régression afin de faire des prédictions et des prévisions. D'accord? Donc, passons maintenant à l'autre type qui concerne l'apprentissage par renforcement. Ce type, il est utilisé dans le domaine de robotique et dans les jeux. D'accord? Il se base sur la prise de décision. Il se base sur la notion de récompense, pénalité en se basant sur l'action réalisée par l'agent, d'accord? Afin de prendre des décisions en temps réel. D'accord? Donc, passons maintenant à l'autre type de l'apprentissage non supervisé. D'accord? Donc, nous pouvons rencontrer deux cas de figure. On va ajouter au niveau de ce schéma la réduction de dimensionnalité. D'accord? Il est inclus au niveau de la phase de l'apprentissage, au niveau de la catégorie de l'apprentissage non supervisé. D'accord? Donc, à travers de la réduction de la dimensionnalité, on va découvrir en quelque sorte la structure, d'accord, des données. Nous pouvons faire pas mal, d'accord, des tâches à travers un ensemble d'applications, comme le cas de la compression, la visualisation. On va sélectionner des variables pertinentes à travers l'élimination de quelques-unes en se basant sur un ensemble d'algorithmes comme Principal Component Analysis et LDA. Il existe plusieurs d'autres algorithmes dans ce cadre-là, mais on ne va pas les détailler dans ce workshop-là. D'accord? Donc, passons maintenant à l'autre type qui concerne. Donc, au niveau de l'apprentissage non supervisé, on trouve, à côté de la réduction de dimensionnalité, on trouve le clustering. D'accord? Le clustering, il est utilisé dans le but de la segmentation. Donc, quand on parle de la segmentation, d'accord? Donc, ça concerne la segmentation des clients, le marketing ciblé, faire des recommandations et ainsi de suite, bien sûr, en se basant sur plusieurs algorithmes dans ce cadre-là, comme l'algorithme le plus utilisé euh, dans, euh, dans ce type d'apprentissage, c'est le Camins, qui se base sur le calcul de la distance. Ça, d'une manière générale, les fondements clés de l'apprentissage automatique. Donc, on a parlé tout à l'heure, d'accord, de la construction de modèles en se basant sur l'algorithme. D'accord? Bien sûr, comment on va construire, comment on va choisir le modèle? Le modèle dépend du choix de l'algorithme et le choix de l'algorithme dépend de la nature de données, de la quantité de données, donc de plusieurs critères dans ce cadre-là. Bien sûr, nous pouvons distinguer dans ce cadre-là de plusieurs algorithmes. Il existe les forêts aléatoires, les arbres de décision, les réseaux de neurones, les naives bayésiens, les K-nearest number, les cube support vector. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Donc, commençons tout d'abord par bref aperçu sur quelques-uns, plus particulièrement K-nearest number. Donc, cet algorithme se caractérise par la simplicité. C'est un algorithme très simple, d'accord? Se base sur le paramètre K, d'accord? Donc, supposons si on a, d'après le schéma suivant, on a deux classes. On a deux classes A et B. On a un élément que nous voulons classer, que nous voulons attribuer à la classe adéquate. Qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement sélectionner le paramètre K, puis on va calculer la distance, d'accord? Puis on va prendre, c'est ce qu'on a fait à travers
la deuxième figure, puis on a fixé k égale à 3, plus on a pris les k plus, et on a les 3 proches voisins à cet élément-là. D'accord? Donc, d'après le comptage du nombre de points, d'accord, qui appartiennent à chaque catégorie, on a trouvé deux points qui appartiennent à la classe B et un seul point qui appartient à la classe A. Donc, automatiquement, on va attribuer le nouveau élément à la classe majoritaire et il s'agit bien de la classe B. D'accord? Donc, c'est ça, en quelque sorte, le fonctionnement de cet algorithme. D'accord? Donc, il se base au niveau des paramètres de cet algorithme. C'est le cas et le choix de la distance. Nous pouvons fixer la distance utilisée au niveau de cet algorithme-là. Donc, passons maintenant à un autre type d'algorithme. D'accord? Donc, c'est un algorithme, d'accord, qui est très populaire et très utilisé. D'accord? Donc, c'est un algorithme qui est très utilisé. Donc, on peut le définir comme un ensemble de règles. Donc, en se basant sur cet ensemble de règles, en se basant sur un ensemble de conditions, d'accord, on va trouver des solutions, on va prendre des décisions en se basant sur les conditions mentionnées. Donc, voici un exemple. En se basant sur le dataset de référence ERIS, c'est un dataset très, très connu dans cette discipline. D'accord? Donc, il représente les trois types de plantes, Setosa, versicolor et virginica. Et nous voulons faire la classification de ces trois types de plantes en se basant sur 4 caractéristiques qui représentent les variables de ce dataset. Ce n'est pas l'un, ce n'est pas lui, donc la largeur et la longueur de pétales et la largeur et la longueur de sépales. Donc, en se basant sur ces caractéristiques-là, on va classifier, d'accord, chaque plante à la classe adéquate. Donc, en se basant sur les données, on va commencer par la condition suivante de la variable, la longueur de sépales, si la longueur de sépales est supérieure ou égale à 6, c'est oui, on va déduire automatiquement, il s'agit de Setosa. Et c'est oui, on va voir une autre condition sur le pétale, sur la longueur de pétale. Si la longueur de pétale est supérieure ou égale à 5, d'accord, c'est oui, on va déduire il s'agit de Virginica. Sinon, on va déduire il s'agit de Vesica. Alors, ça, c'est un exemple très, très, très simple afin d'assimiler le fonctionnement de ce type d'algorithme. D'accord? Donc, les feuilles qui nous mènent à la prise de décision, d'accord, représentent des 9 feuilles et la première condition, c'est le point de départ de notre arbre, représente là le nœud racine. D'accord? Donc, une caractéristique clé de ce type d'algorithme, c'est qu'il permet de s'adapter à des données complexes. Donc, nous pouvons faciliter la compréhension de pas mal de problèmes complexes à travers le choix de cet algorithme-là. Donc, passons maintenant à un autre type d'algorithme. Donc, c'est le SVM, d'accord, les séparateurs à vaste marge. Donc, cet algorithme, c'est parmi, on peut dire, c'est parmi les algorithmes les plus complexes et les plus sophistiqués. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il se caractérise par des fondements mathématiques solides, d'accord? À travers le choix, d'accord, de l'hyperplan optimal. Parce que comment on va séparer, d'accord, les deux classes mentionnées au niveau de la figure? Donc, à travers, d'accord, le choix de l'hyperplan optimal qui va maximiser la marge. La marge, on va le définir
à travers les supports vecteurs. Donc, pour classifier, par exemple, un nouveau élément, d'accord, pas la peine de le comparer avec l'ensemble de la population, il suffit de le comparer avec les supports vecteurs. D'accord? Donc, se caractérise par par l'hyperplan optimal qui sépare les deux classes. Et aussi, une caractéristique clé de cet algorithme, c'est qu'il traite, c'est un algorithme linéaire. Donc, pour qu'il traite le cas non linéaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, d'accord, une sorte de transformation à travers la notion de kernel trick, d'accord, ou plutôt la notion de noyau, d'accord, afin de faire une transformation et de rendre le problème linéairement séparable. D'accord? Donc, nous pouvons distinguer dans ce cas-là plusieurs types de noyaux, RBF, polynomial. D'accord? Et sigmoïde. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire concernant. Donc, on passe d'une manière rapide, d'accord? C'est juste un bref aperçu concernant chaque type d'algorithme. Donc, passons maintenant à un autre type d'algorithme. Il s'agit bien des réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, c'est un type d'algorithme comme les KNN, les SVM, et les arbres de décision et les forêts aléatoires. Donc, il est constitué, d'accord, de trois types de couches. Quand vous voyez au niveau de la figure, il y a la couche d'entrée, les couches cachées et la couche de sortie. Donc, on peut dire en quelque sorte, elle est composée de neurones agencés en couches. D'accord? Donc, le fonctionnement de réseau de neurones, d'accord, il imite en quelque sorte le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est quoi le cerveau humain? C'est un organe qui est situé à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? On peut le considérer comme le chef d'orchestre. D'accord? Donc, quand il reçoit une information, d'accord, il va l'analyser, il va le traiter et il va, d'accord, transmettre, d'accord, à travers la sortie. C'est ce qu'il fait le neurone. D'accord? Donc, chaque neurone, il va faire cet ensemble d'opérations. D'accord? Donc, ça, en quelque sorte, c'est un neurone biologique et à travers le neurone biologique, ils ont essayé de faire une sorte de forme de neurones biologiques à travers les traitements. On va les mentionner à travers un ensemble d'opérations mathématiques. D'accord? Donc, on va introduire au niveau des opérations, on va les réexpliquer par après. On a la notion de point qui mentionne l'interconnexion entre l'ensemble des neurones. D'accord? Et on va ajouter, d'accord, une valeur de biais, d'accord, à la sommation de l'entrée avec la sommation du produit de l'ensemble des entrées avec les poids. Donc, nous pouvons imaginer les traitements qui s'exécutent au niveau de notre cerveau comme une boîte noire. D'accord? Donc, comme une boîte noire, à travers des entrées, on va voir des sorties. Donc, on va représenter comme une boîte noire, d'accord? Et côté mathématique, une fonction complexe. D'accord? Donc, à travers cette fonction-là, on va réaliser, d'accord, plusieurs opérations mathématiques au niveau de réseau de neurones. Ce que nous voulons faire, c'est on va recopier ces traitements-là qui s'exécutent au niveau de notre cerveau, au niveau de l'algorithme de réseau de neurones. D'accord? Donc, voici un exemple de neurone qui est constitué d'une couche d'entrée à travers A3, A2, A1 et une autre couche, une seule couche cachée, d'accord? Et une couche de sortie. Donc, voici un exemple de calcul qui s'effectue au niveau de chaque neurone. Donc, prenons le cas de S11. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié chaque entrée par
le poids associé à cette entrée-là. Parce que chaque entrée, elle est interconnectée par l'ensemble des neurones qui existent au niveau de la couche cachée. Et parmi les paramètres qui existent, ou plutôt des hyperparamètres, c'est le nombre de couches cachées, le nombre de neurones au niveau de chaque couche cachée, le choix de la fonction d'activation. Et tous ces paramètres-là, on va attendre au niveau de l'architecture utilisée. D'accord? Donc, on peut dire, ça concerne les calculs qui s'effectuent au niveau du neurone S11, d'accord? Et on va par après, on va utiliser le résultat trouvé, d'accord, à travers ces calculs-là, d'accord? Il est exprimé à travers B11. Donc, qu'est-ce qu'il fait le neurone, d'accord? Donc, quand il reçoit une information, d'accord, il va exécuter un ensemble de traitements, il va le retransmettre au neurone suivant. Et chaque neurone a tour de rôle. Il va faire la même chose. Donc, ce sont des calculs très, très simples, mais au niveau de ces calculs-là, on trouve plusieurs opérations qui s'effectuent au niveau de chaque neurone. Ça, c'est juste un exemple simplifié, d'accord? Et pour ajouter une sorte de non-linéarité, on va ajouter la fonction comme fonction d'activation, la fonction sigma. D'accord? Donc, ça, c'est juste un réseau de neurones très, très simple. D'accord? Mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement d'une manière générale. Vous voyez une erreur au niveau de la sortie en AE égale 1 demi Y moins Z au carré. Ça représente l'erreur que nous devons le réduire le maximum possible parce que Y représente, d'accord, ici, c'est la phase d'apprentissage. Comment on est en train d'expliquer comment on va faire la phase d'apprentissage au niveau de réseau de neurones. Donc, on a déjà, Y est déjà connu parce que c'est la phase d'apprentissage. On va utiliser des données labellisées. Donc, Y est déjà connu. D'accord? Z, c'est la sortie prédite. D'accord? Donc, on va calculer, d'accord, la différence entre la sortie désirée et la sortie prédite. D'accord? Et on va essayer de réduire cette erreur le maximum possible et cette erreur représente la fonction coût. D'accord? Et nous cherchons à réduire cette fonction. D'accord? Donc, on va réduire cette fonction-là à travers, donc on va trouver cette erreur à travers la propagation, d'accord, de l'entrée vers la sortie et on va essayer de réduire, d'accord, cette fonction-là à travers la phase de la backpropagation. Donc, à travers cette phase-là, on va faire une propagation de la sortie vers l'entrée. Pourquoi? Pour quel objectif? Afin d'ajuster les poids. Parce que en premier lieu, comment on va faire les calculs? Les poids, ce sont les W, ce sont les connexions faites à travers les entrées avec les neurones de la couche cachée. Donc, comment on va faire, comment on va faire les calculs si on n'a pas initialisé, d'accord, ces poids-là, d'accord? Donc, au départ, on va donner des valeurs arbitraires à ces poids-là, d'accord? Et après, on va trouver une valeur. Et par après, on passe à ajuster ces points, d'accord, qu'on a utilisés en premier lieu d'une manière arbitraire, on passe à les ajuster, d'accord, en réduisant, d'accord, la fonction coût. Ça, c'est ça le fonctionnement, d'accord, de la phase d'apprentissage en quelque sorte, en se basant sur la propagation et back propagation. Ça, c'est un exemple, d'accord, d'un réseau de neurones, plus particulièrement perceptron multicouche. D'accord? Ça donne une idée sur l'ensemble des opérations expliquées, d'accord, au niveau des slides précédents. Donc, les étapes, nous pouvons regrouper les étapes de la phase d'entraînement, d'accord,
Au niveau des étapes suivantes, d'accord, premièrement, on va choisir les données d'entraînement. Par après, on va faire une phase de propagation de l'entrée. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une propagation de l'entrée vers la sortie. Et puis, on va faire une comparaison de la sortie prédite avec la sortie connue plutôt désirée. Et par après, on va calculer l'erreur entre les deux. Puis, on va passer à ajuster les poids à travers la phase de backpropagation afin de diminuer l'erreur. Et on commence, d'accord, cette procédure plusieurs fois jusqu'à une valeur optimale de l'erreur ou bien une valeur adéquate de la fonction Q. Ça concerne les réseaux de neurones d'une manière générale, plus particulièrement perceptrons multicouches. Donc, on a dit tout à l'heure que les perceptrons multicouches, on a dit que le deep learning se base, donc le deep learning se base sur les réseaux de neurones étant un algorithme de machine learning. C'est ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il se base sur les réseaux de neurones. D'accord? Donc, il faut tout d'abord, comment on a fait les réseaux, comment on a fait les réseaux de neurones convolutifs. Donc, d'où vient l'idée de Convolutional Neural Network? Bien sûr, on va parler des inconvénients ou bien des limitations au niveau des réseaux de neurones traditionnels, surtout si nous voulons traiter une image avec une taille importante, d'accord? Donc, l'entrée normalement de réseaux de neurones, plus particulièrement perceptrons multicouches, c'est en utilisant un vecteur comme entrée. Donc, on ne va pas utiliser l'image sous la forme initiale, mais on va rendre ça tout simplement représente image sous forme de pixels, représente les intensités de l'image et on va rendre cette image sous forme d'un vecteur, bien sûr. Et on a dit tout à l'heure qu'on va faire l'interconnexion, d'accord? L'ensemble des entrées, d'accord? Il faut les interconnecter avec l'ensemble des neurones de la couche cachée. Donc, d'après la première vue, nous voyons qu'il y a plusieurs connexions et bien sûr, chaque connexion, elle est traduite à travers poids. Donc, on a plusieurs points, ce qui nous donne une grande quantité de paramètres. Et aussi le fait de passer d'une image à un vecteur, il va impacter en quelque sorte, d'accord, la sémantique de l'image. D'accord? Donc, parmi les inconvénients de perceptron multicouche, d'accord, donc on peut dire le nombre important de paramètres qui peut causer le problème de surapprentissage. Donc, c'est pour cette raison, d'accord, pour résoudre ce problème, il faut considérer les propriétés locales de l'image. Donc, il faut considérer, d'accord, l'image tout entière, d'accord. Il ne faut pas la transformer en un vecteur, d'accord. C'est d'où l'idée de Convolutional Neural Network qui s'occupe de l'analyse et le traitement il s'occupe de l'analyse de l'image en premier lieu à travers la notion des filtres de convolution, d'accord, à travers les filtres de convolution. Donc, au lieu de rendre l'image, d'accord, sous forme d'un vecteur, on va traiter l'image, d'accord, comme tableau de pixels, d'accord? Donc, nous pouvons définir le Convolutional Neural Network comme un empilement de couches de convolution, de relus, de Pauline et de Fioli connected. On va détailler chaque type de couche. Donc, qu'est-ce que vous voyez au niveau de ce schéma-là? On a un filtre, d'accord? Et on a l'image. On a déposé le filtre au niveau de l'image et on a fait le produit scalaire entre chaque cellule de l'image. Puis, on va créer, d'accord, une matrice dans laquelle on va enregistrer le résultat trouvé. Donc, on continue, comme vous voyez au niveau de ce schéma-là, on va parcourir toute l'image jusqu'à la fin et on va trouver, d'accord, une matrice
qui représentent les résultats trouvés. Donc, on a dit tout à l'heure que le deep learning se base sur l'apprentissage en couches, comme le cas de Convolutional Neural Network. Donc, le fait de passer d'une couche à une autre, on va augmenter en quelque sorte le niveau d'abstraction. Donc, à chaque fois on augmente le niveau d'abstraction, on va extraire en quelque sorte des informations plus pertinentes qui vont nous aider à prendre la décision adéquate. C'est ce qu'on est en train de faire à travers l'utilisation des filtres de convolution. Donc, pour le cas d'une convolution très simple, voici un exemple, d'accord? On va faire seulement le produit scalaire, d'accord? Et puis, on va faire la sommation. Donc, les filtres, l'utilisation des filtres, il y a des filtres qui servent par exemple à la détection des contours, d'accord? Donc, chaque filtre, elle a une tâche bien définie. Donc, les filtres servent d'une manière générale à analyser les images zone par zone. D'accord? Donc, les filtres ils vont analyser les images par zone parce qu'on traite la forme de l'image telle qu'elle est. On ne va pas faire des transformations sous forme de vecteurs comme multilayer perceptron. Donc, chaque filtre, il va servir à extraire, d'accord, des motifs bien déterminés. Par exemple, il y a pour le cas de la reconnaissance des visages de chiens, il y a des filtres qui s'occupent de la détermination des contours de yeux. D'accord? Il y a des filtres qui sont utilisés pour les contours du nez, ainsi de suite. Donc, chaque type se spécialise à reconnaître des patterns bien définis. D'accord? Donc, bien sûr, à travers la convolution, on va faire une sorte de balayage de l'image, d'accord, en se basant sur les filtres. Ça, d'une manière générale. On a dit tout à l'heure, on ne va pas utiliser seulement un filtre, donc on va utiliser plusieurs filtres. Donc, chaque filtre est là, d'accord, une tâche bien définie selon le problème que nous voulons résoudre. Donc on n'a pas utilisé l'image format, comment dirais-je, on a représenté l'image sous forme de calcul parce que la machine, il va connaître tout ce qui est numérique. C'est pour cette raison qu'on a utilisé les intensités de l'image directement afin de faire les calculs. Donc, d'après la convolution, on va trouver les résultats et on va le stocker dans une matrice. Et par après, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, tout à l'heure, on a dit que le Convolutional Neural Network, c'est un empilement de couches, de différents types de couches, notamment la couche de convolution, la couche de relu, la couche de Pauline et la couche Pauli connection. On va les détailler par après. Donc, après la couche, ça, là, la couche de convolution, c'est clair, on va l'utiliser afin de déterminer des patterns, des motifs bien déterminés au niveau je passe rapidement parce que je vois que le temps passe trop vite afin de terminer ce workshop et laisser le temps pour la discussion. Donc, au niveau de la couche revue, il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait. On a transformé les valeurs négatives. On a donné à tout type de valeurs négatives la valeur 0 et on a gardé les valeurs positives. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a fait une couche de Pauline. Pauline, on va prendre une partie de l'image et on va prendre au niveau de cette partie seulement les valeurs. Donc, on va nous pouvons utiliser le max Pauline ou bien average Pauline. Donc, d'après l'utilisation de cette couche, on va réduire la dimensionnalité de l'image en gardant que l'information pertinente. Donc, pour se débarrasser des valeurs de 0, d'accord, qui remplit la matrice, d'accord, on va utiliser une couche de Pauline. Donc, on va faire la même chose pour chaque type. Ici, on a utilisé seulement 3 types. Donc, chaque type, il va détecter, il va extraire des patterns bien définis au niveau en se basant sur cette image-là. Donc, voici, donc toujours sur le même exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, après la couche de Pauline, d'accord, regardez, on a trouvé seulement les caractéristiques clés au niveau, d'accord, après l'application de la couche de convolution, donc au niveau de cette image-là, on a utilisé 2 couches de convolution, 2 couches de relu et 2 couches de
Pauline. Donc, le résultat final, ce sont des matrices qui enregistrent seulement l'information pertinente. Donc, ça concerne, jusqu'à maintenant, on a expliqué le processus d'extraction de caractéristiques. Comment le réseau de neurones convolutionnels fait la phase d'extraction de caractéristiques. D'accord? Par après, nous devons rendre ces matrices-là, nous devons combiner tous ces matrices-là sous forme de vecteurs afin de les utiliser, d'accord, au niveau de comme entrée, d'accord, comme entrée pour le classifieur, le multi-layer perceptron afin de faire la classification. Et dans ce cas-là, on va appliquer tout ce qu'on a vu concernant le perceptron multicouche dans le cadre de la classification de cette image-là. D'accord? Donc, on peut dire que c'est ce qu'on a expliqué à travers le multi-layer perceptron, d'accord, au niveau de la dernière couche, afin de prendre la décision adéquate à travers Z1 et Z2. Donc, ce que nous pouvons dire au niveau de CNN, donc CNN, c'est un algorithme de deep learning. Donc, la différence qui existe entre le deep learning et le machine learning, la différence clé à côté des autres différences qui existent, c'est qu'au niveau de la phase de feature engineering, la phase de l'extraction de caractéristiques, c'est qu'au niveau, c'est le sujet de ce slide, je pense. Donc, au lieu de faire la classification, au lieu de faire la phase d'extraction de caractéristiques en utilisant des descripteurs LBP, DCT, wavelet, log, donc on va faire au niveau de deep learning d'une manière automatique. Elle est inclue au niveau de l'algorithme de deep learning, alors qu'au niveau de machine learning, nous devons faire cette phase-là afin d'extraire l'information pertinente à travers des algorithmes d'extraction de caractéristiques à travers des descripteurs. D'accord? C'est ça la différence clé entre machine learning et deep learning. Donc, on peut dire que la superposition en couche qui caractérise un algorithme de deep learning, il va donner une sorte, d'accord, une sorte d'abstraction, d'accord, à l'ensemble des informations transmises au niveau des couches cachées de neurones à neurones. Du coup, on va trouver des caractéristiques qui représentent bien, d'accord, l'image. Le tout est inclus au niveau de l'algorithme, d'accord? Donc, malgré l'évolution et les progrès dans ce domaine-là, d'accord, il existe encore quelques limitations de l'intelligence artificielle, car nous ne pouvons pas trouver 100%, même à travers l'intelligence artificielle forte, des machines ou plutôt des robots qui se comportent comme un homme à 100%, d'accord? Ça reste des limitations au niveau des émotions, au niveau de la capacité de comprendre, au niveau de la capacité de réagir envers des situations bien précises, ça reste toujours des limitations, d'accord, dans les cadres de cette discipline, d'accord? Donc, on ne peut jamais comparer, nous pouvons tirer comme, donc personnellement, on ne peut jamais considérer, d'accord, considérer une machine comme un homme, comme un être humain, parce que ça reste l'être humain, ça reste une chose propre à notre Allah. Alhamdulillah. C'est tout ce que je peux dire concernant cette conclusion d'après ce workshop-là. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous également, madame. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, professeur Bouchra, pour cette pertinente présentation qui est riche en termes d'informations. Si vous permettez, donc on va ouvrir la parenthèse pour prendre les questions des participants. Oui. Merci. Merci. Alors, chers participants, donc si vous avez des questions. Oui, Madame Latifa, à vous la parole.
Bonjour, professeur Zara. Merci beaucoup de m'avoir accordé l'occasion de participer. En fait, je tiens aussi à féliciter l'intervenante pour cette présentation assez intéressante. Moi, ma question, c'est par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'apprentissage des langues. Alors, est-ce que vous n'en pensez pas qu'actuellement, il est important d'intégrer une démarche, une approche socio-critique par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle? Et je vous remercie. Voilà. Oui, merci pour cette question. Oui, bien sûr. Donc, l'intelligence artificielle, nous pouvons l'appliquer partout. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. En fait, justement, moi, ce qui m'interpelle justement dans l'utilisation, c'est le comment on peut utiliser l'intelligence artificielle Oui. dans l'apprentissage des langues. Concrètement, c'est comment? Est-ce que c'est par exemple via la mise en place d'un certain dispositif, de cette utilisation? Est-ce qu'on devrait avoir une certaine formation justement à cette utilisation, une formation en amont à cette utilisation? Donc voilà, merci encore une fois. Merci à vous aussi. C'est à travers des algorithmes, donc ça reste donc le domaine qui change, mais tu peux l'utiliser, d'accord, à travers, par exemple, d'accord, par exemple, tu peux l'utiliser à travers Convolutional Neural Network, c'est un algorithme de deep learning, d'accord, donc tu peux l'utiliser dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Avec un plaisir. Merci. Donc, vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, je peux poser ma question, s'il vous plaît? Oui, à vous la parole. Madame Samira Eliagoubi, je travaille dans un domaine littéraire, le discours ironique et ses variantes esthétiques et idéologiques chez 3 écrivains. J'ai fait d'ailleurs ma communication hier sur Ahmed Kourouma. Ce que je voudrais faire, demander au professeur, c'est que est-ce qu'on pourrait rallier ou allier les sciences exactes, ça veut dire les algorithmes, l'intelligence artificielle, pour travailler la littérature. Moi, en travaillant l'ironie chez plusieurs écrivains, surtout Ahmed Kourouma, j'ai constaté qu'il y a plusieurs figurations, que tout son langage, que tout son discours, que tout son scriptural est ironique. Il est difficile de les relever toutes, de les limiter ou plutôt de les délimiter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir, est-ce que c'est possible pour pouvoir relever toutes les figurations et les manifestations de l'ironie dans les écrits de Ahmed Kourouma et dans d'autres corpus chez d'autres écrivains? Et merci. Et merci à vous aussi. Oui, tu peux le faire à travers Natural Language Processing. Tu peux combiner Natural Language Processing avec d'autres. D'après mes connaissances, tu peux le combiner avec d'autres algorithmes, comme les réseaux de neurones récurrents, comme des les logiciels. Madame, moi, CNN. je suis littéraire, je ne suis pas scientifique. Est-ce que c'est un logiciel qu'on pourrait, à travers le... Non, tout ça se sent parce que l'intelligence artificielle, c'est la croisée de plusieurs disciplines, donc de plusieurs branches. Donc, il faut avoir des fondements mathématiques aussi informatiques. Donc, tout ça, ce sont des algorithmes. Donc, quand on parle des algorithmes, ce sont des fonctions mathématiques, des calculs mathématiques complexes, d'accord? Oui. Le tout à base des algorithmes. Oui, ça y est, donc ce ne sera pas possible pour moi qui est littéraire, donc je dois avoir l'aide de quelqu'un qui travaille là-dessus. Oui. Alors, merci madame. Merci à vous aussi. Oui, pour votre présentation et pour votre réponse aussi. Merci à tous les organisateurs de cette manifestation culturelle et scientifique par excellence.
Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on passe à donner la parole au professeur Khadija Slimani, donc la présidente de la conférence internationale STAR 2003. Cher professeur, à vous la parole. Bonjour, bonjour. Oui. Merci, merci. À vous la parole, professeur. Okay, thank you. So, Khadija Slimani, President of the International Conference on Smart Technologies and Applied Research. And I also had the honor of being the guest editor of the Scopus Proceeding and Special Issue of the conference. I wanted to extend my warmest gratitude to each and every one of you for being a part of this exceptional event. So